la diplomatie se construit, elle s'exerce dans la discrétion. Si un ministre des Affaires étrangères est obligé de s'exprimer fréquemment, c'est un signe que le pays est confronté à des difficultés, à des problèmes avec les autres États. Donc j'ai eu l'occasion, quand il fallait, de prendre la parole pour exposer ce qui est en train de se dérouler. Mais c'est la première fois que je suis en face de plusieurs journalistes pour évoquer les différents sujets qui intéressent les relations internationales pour ce qui concerne notre pays, le Tchad. Donc ce n'est pas parce que c'est un domaine réservé, effectivement c'est un domaine réservé, mais ça n'empêche pas de prendre la parole, ça n'empêche pas de parler. Et les ministres des Affaires étrangères, souvent, ils s'expriment, ils expriment la position du pays dans des cadres qui sont connus lors de rencontres, lors des audiences, que ce soit avec mes homologues ou avec les ambassadeurs ou les représentants des organisations internationales. Donc tout ne se fait pas publiquement. Et la discrétion dans ces domaines est, je pense, recommandée, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Si nous cherchions la lumière, si nous cherchions la gloire, là vous allez nous voir sur tous les plateaux, tous les jours, et c'est contre-indiqué dans les domaines de la diplomatie. Depuis 1965 et les débuts des interminables conflits que nous avons connus, le Tchad était les sujets, pendant longtemps, les sujets malades de la communauté internationale. À chaque fois, que ce soit dans le cadre de l'OUA d'abord, ensuite de l'Union africaine, de l'ONU, à chaque fois, quand on parlait du Tchad, on parlait de la guerre, on parlait des crises humanitaires, on parlait de conflits avec la Libye, et j'en passe. Donc c'était vraiment les sujets malades de la communauté internationale. Progressivement, nous avons remonté la pente, et à partir de, je crois, des années 2010, et la raréfaction des conflits, le Tchad s'est imposé comme un acteur majeur sur la scène régionale et même internationale. Et nous avons connu, vous avez suivi ce que j'appelle l'âge d'or de la diplomatie tchadienne à partir de 2013, avec notre intervention au Mali. Et c'est vrai que cet apogée de notre diplomatie a été en grande partie porté par notre armée. C'est grâce à notre armée que notre diplomatie a brillé sur la scène africaine et mondiale. Depuis lors, notre pays est respecté, notre pays est sollicité. Quand vous voyez les présidents voyager, ce n'est pas parce qu'ils aiment le voyage, c'est parce qu'il est invité, c'est parce que le Tchad compte sur le plan, que ce soit du continent africain ou sur le plan international. Donc ça vous donne une idée de l'état de notre diplomatie. Nous avons hérité avec le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno d'un capital diplomatique important laissé par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, et nous essayons d'amplifier ces capitales. Et sous les orientations et mettant en œuvre la vision du chef de l'État, nous œuvrons au ministère des Affaires étrangères, que ce soit au niveau des services centraux ou au niveau des services extérieurs, de repositionner notre pays pour qu'il devienne une grande force d'influence et de proposition sur l'échiquier international et africain. Et je concède qu'il existe encore une grande marge de manœuvre pour que notre pays, pour que le Tchad devienne définitivement un acteur central
devienne définitivement un acteur respecté et influent sur la scène internationale. Donc pour résumer un peu la réponse à votre question, notre diplomatie se porte à merveille, malgré ce que peuvent penser les uns et les autres, et nous continuons de travailler pour que le Tchad continue de briller sur la scène internationale. La révalorisation, d'abord, c'est un droit. Vous imaginez, je ne vais pas citer des pays, mais dans certains pays, notre ambassadeur touche un salaire qui n'est pas loin de celui d'un smicard du pays d'accueil, surtout dans les pays européens ou aux États-Unis. Donc un ambassadeur touche un salaire qui est le même que celui peut-être d'une femme de ménage. Et ce n'est ni bon pour l'image de notre pays, ni bon pour la performance qu'on attend de nos ambassadeurs et des autres personnels de l'ambassade. Il n'est pas normal que les Tchad soient les seuls pays qui pratiquement ne fêtent pas sa fête nationale. Vous avez vu cette année, les chefs de l'État, lors d'un déplacement, avaient instruit pour que le 11 août 2025, toutes nos chanceliers à l'extérieur puissent organiser une fête avec notre diaspora. À l'occasion du 11 août, ça a été fait. Et c'est quelque chose qui va continuer parce que les crédits ou les ressources destinées à l'organisation de la fête nationale sont désormais sanctuarisées avec le budget 2026. Donc, vous voyez, ce sont des actions qui peuvent paraître symboliques, mais qui à terme ont une grande influence sur la capacité d'action diplomatique du pays. Et nous veillerons à ce que, le temps que nous serons là, les nominations, les pressions que vous évoquez, elles existent bien avant cette question de revalorisation. Et il faut vraiment être solide. Il faut être omnibulé par la question de justice pour ne pas céder à ces pressions. Les postes de diplomates sont faits pour les diplomates. Il n'est pas admissible, il n'est pas concevable qu'à un poste diplomatique, par exemple, de premier conseiller, l'ambassadeur, c'est un poste plus politique, des premiers conseillers ou bien des premiers secrétaires, qu'on prenne quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais travaillé dans une ambassade, qui n'a pas fait des études pour ça, qui n'a pas l'expérience pour cela, et puis de les parachuter sur des considérations subjectives à un poste diplomatique. Donc, les pressions qui existent, il faut seulement y résister. Les nominations qui ont été opérées, je comprends les frustrations des cadres du ministère. Il y a eu 29 nominations. Et avec 29 nominations, vous ne pouvez pas donner satisfaction à des dizaines, voire des centaines de cadres qui pourrissent, entre guillemets, ici au ministère depuis des années et des années. On ne peut pas, avec 29 nominations, réparer une injustice de plusieurs années. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. Donc, je peux comprendre que des cadres qui s'attendaient à être affectés à l'extérieur, parce qu'ils n'ont jamais eu cette occasion, voient encore celle-là passer sous leurs yeux et qu'ils puissent réagir. Ça, c'est une première réaction. La deuxième réaction, sur les 29 nominations qui ont été faites, il y a ce qu'on appelle les conseillers spécialisés, les conseillers juridiques et puis les conseillers économiques. Ceux qui ont été nommés sont issus soit du ministère de la Justice, soit du secrétariat général du gouvernement pour les conseils juridiques, et puis du ministère des Finances pour les conseils économiques. Je pense que vous les connaissez, vous êtes des journalistes, vous ne pouvez pas seulement vous fier à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous savez ce que sont devenus les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des investigations. Si un journaliste se présente ici au ministère pour dire, bon, je vais voir telle personne là, il est d'où, quel est son profil, machin, ainsi de suite, vous allez avoir toutes les informations à votre disposition.
Donc la réalité, c'est que 99%, 99% des personnalités qui ont été nommées dans les ambassades dernièrement sont du ministère des Affaires étrangères. Il y a un seul cas qui est pris en grappe pour essayer de jeter les discrédits sur tous les restes des nominations. Nous savons pourquoi ces choix ont été faits. Nous savons les profils de ces choix. Et en plus de ça, il exerçait déjà dans une ambassade. Donc il faut faire attention aux affabulations, aux opérations de dénigrement qui ont cours parfois sur les réseaux sociaux. Après tout, nous sommes des responsables publics. Vous savez, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, personnellement, moi je suis habitué à la médisance, au montage. Franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Mais il ne faut pas que ces actions, ces opérations de désinformation, de manipulation, puissent ternir l'image du pays. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport à ma personne, c'est valable pour tous les responsables publics. On peut nous critiquer sur nos décisions. J'ai eu moi-même l'occasion de le faire. Et parfois, les critiques sont saines, elles sont même nécessaires. Et les réseaux sociaux doivent servir à cela. Et moi, je me réjouis que les réseaux sociaux aient démocratisé un peu la parole. Qu'elle ait donné la liberté d'opinion à nos compatriotes. Mais il faut savoir utiliser cet outil de communication. Et non pas les retourner comme une arme aujourd'hui. Vous avez des pages anonymes qui ont foisonné sur les réseaux sociaux. Et puis chaque jour, ce sont des attaques personnelles, et pas seulement contre les responsables publics, pas seulement contre les ministres ou bien contre les présidents, même contre des citoyens lambda. Et je pense que c'est quelque chose qui reflète un peu la perte de certaines de nos valeurs. Avant, à l'époque, quelqu'un qui a quelque chose à dire, il vient le dire directement en face à face. Mais l'anonymat, apparemment, donne du courage à beaucoup de gens. Et ça les encourage à inventer des histoires de toutes pièces pour les coller à tel ou tel. Et je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Donc, sur mes nominations, je suis inattaquable et je n'ai pas réagi parce que je considère que si vous courez derrière les réseaux sociaux, ça ne va jamais finir. Donc, l'essentiel est que ma conscience est tranquille, que je donne sans les moindres soucis et que ce qui m'importe, c'est ce que j'ai fait et non pas ce que les gens disent que je fais. Donc, je suis prêt à demander au service de mettre à votre disposition les profils des personnes que j'ai nommées et vous allez être étonnés. Et pour la première fois, j'ai donné la priorité à ceux qui ont la maîtrise de plusieurs langues. Vous allez à Addis, à Washington, à New York, à Genève, vous allez trouver que ceux qui ont été nommés, ils maîtrisent au moins 2 langues. Pour certains, même 3, voire même 4 langues. Et la maîtrise des langues étrangères est importante pour les diplomates. La raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de créer l'Académie diplomatique ici, pour que nos diplomates de demain soient non seulement techniquement compétents, rompus aux enjeux, aux discussions internationales, mais qui maîtrisent aussi les nouvelles technologies et surtout aussi les langues. Aujourd'hui, vous venez au ministère des Affaires étrangères ici, vous voulez nommer un diplomate qui maîtrise l'allemand, vous n'en trouverez pas. Un diplomate qui maîtrise l'espagnol, vous n'en trouvez pas. Et même un diplomate qui soit parfaitement bilingue, il faut le chercher pour le trouver. Ceux qui maîtrisent l'anglais aussi se comptent sur le bout des doigts. Et ça, c'est une anomalie pour une diplomatie. Et c'est cette raison-là qui nous a poussé à mettre en place cette académie pour que nos diplomates, d'ici 5-10 ans, soient dignes de représenter notre pays. Parce que nous sommes un grand pays.
Vous savez, avec les réseaux sociaux, parfois, on n'a pas besoin d'indiscrétion pour que des informations plus ou moins farfelues soient partagées. La nomination d'un ambassadeur à Paris et puis la personnalité politique à laquelle vous faites allusion, franchement, moi, ça ne m'engage pas et ça ne me dit absolument rien. Je ne sais même pas à quoi les gens ils font allusion. Donc, on ne peut pas combattre des rumeurs, surtout avec les réseaux sociaux. Ce n'est pas de fatalisme, mais c'est la réalité. Quelqu'un peut de nulle part fabriquer une information et puis lui ajouter des yeux, des oreilles, des machins, tout ça, et puis la balancer. Et souvent, les gens tombent des panneaux et croient cette publication-là. Donc, pour ça, moi, je pense que ça n'a aucun rapport avec les affaires étrangères. Maintenant, la question de la discrétion, ça se pose au niveau de toutes les administrations. Il y a des informations confidentielles qui n'ont jamais été ébruitées ici au niveau des affaires étrangères, et pas seulement avec mon arrivée, même avant. Les notes qui avaient fuité, auxquelles vous faites allusion, n'avaient pas forcément un caractère confidentiel. C'est des notes verbales ordinaires qui ont été envoyées à un certain nombre de pays pour les informer qu'on a décidé d'ouvrir une ambassade ou bien de fermer une ambassade ou un consulat. Et cette note a circulé par beaucoup de canaux, soit par nos ambassades, soit par les ambassades des pays qui sont concernés. Donc nous avons essayé d'identifier si la faille était de notre côté, et puis des instructions ont été données au niveau du service courrier pour empêcher que la source d'une fuite ne soit ici au ministère des Affaires étrangères. Et pour le reste, vous avez suivi pour notre ambassade à Genève. Vous avez vu les rumeurs ou bien les fausses informations qui ont été lancées pour dire que tel va être nommé ambassadeur à Genève. Et je vous dis non, vous êtes au courant. Beaucoup avaient pensé, beaucoup avaient écrit, beaucoup avaient publié que Mamata Al-Habbo, le EGP, ministre d'État, le EGP, allait être nommé ambassadeur à Genève. Est-ce que ça s'est confirmé? Ça ne s'est pas confirmé. Donc parfois, les gens inventent des histoires. Et si jamais ça coïncide avec la décision qui est prise, on dit, bon, voilà, on avait raison. Donc je pense que certains, il faut les laisser courir. Et les réseaux sociaux, parfois, la durée de vie d'un dénigrement, d'une mauvaise information, c'est quoi? C'est 24-48 heures et puis après on passe à autre chose. Je ne sais pas d'où est-ce que vous détenez ces informations. Si d'ailleurs elle est contradictoire, votre information. Si la ministre déléguée ou bien les SG se déplacent, il lui faut aussi des moyens pour se déplacer. Les mêmes moyens qu'il faut pour les ministres, il les faut aussi pour la ministre déléguée ou bien pour les SG pour représenter notre pays. Ce qui se passe ici au niveau des affaires étrangères, depuis mon arrivée, j'ai mis en place un système pour associer toute mon équipe à la gestion des affaires diplomatiques. En fonction des enjeux, en fonction de l'importance d'une mission, soit c'est le ministre d'État qui part représenter le cas, soit c'est la ministre déléguée, soit c'est les EG du ministère, soit c'est un DG du ministère, soit même nos ambassadeurs qui sont accrédités dans les pays d'accueil d'une rencontre. Donc, c'est tout simplement une organisation interne de gestion des missions au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc, ça n'a rien à voir avec les moyens. La question des difficultés de décaissement, moi j'ai été ministre des Finances. Je connais les difficultés auxquelles le ministre des Finances est souvent confronté pour faire face à toutes les dépenses qui se présentent au même moment.
Et ces difficultés de décaissement ne datent pas seulement de 2024 ou bien de 2025. C'est un grief récurrent auquel tous les ministres des Finances, à commencer par moi, ont été confrontés à un moment ou à un autre. Maintenant, sur le reste, parler des problèmes de collaboration, je ne dirais pas un mot publiquement. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Il y a des ministres qui s'occupent d'autres secteurs, il y a des ministres des Finances. Moi, ce qui m'importe, c'est l'accomplissement de la mission. Ce n'est pas la tête de la personne, ce n'est pas qui est ministre des Finances, je ne m'occupe pas de ça. D'autres ont peut-être le temps à cela. Je pense qu'à ces niveaux de responsabilité, quand les chefs de l'État vous font confiance, il faut avoir un minimum du sens de l'État. Et le sens de l'État, c'est mettre toujours l'intérêt général, l'intérêt public au-dessus des considérations des personnes. Et ça, c'est valable pour tous les ministres. Moi, je me tiens à cette rigueur-là, à ces principes-là, et je ne m'occupe pas de ce que font les autres. Une mission publique nécessite des moyens, pas seulement ici aux affaires étrangères, partout. Et ces moyens sont mobilisés par le ministère des Finances. Ils doivent être mis à disposition au moment utile pour que l'ensemble des politiques sectorielles puissent avancer au bénéfice de nos populations. Mais la grave maladie de notre pays, et ça, je ne voudrais pas indexer seulement le ministre des Finances actuel, c'est que souvent, on a du mal à disponibiliser les ressources budgétaires qui sont pourtant inscrites sur le budget de l'année. Et vous avez des ministres qui se plaignent des actions qui prennent de retard. Et c'est un travail collectif qui doit impliquer tous les gouvernements, et pas que les gouvernements, toutes les administrations, pour essayer d'améliorer la performance des services publics. J'ai eu l'occasion une fois de m'exprimer sur son cas, avant ses devoirs judiciaires. Et même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter, on est croyant, d'être en prison, d'être malade ou bien de mourir. Donc c'est l'épreuve que traverse Succès Masra. La justice s'en occupe, et c'est la justice de décider. Je crois qu'il y a un pouvoir devant la Cour suprême, et c'est à la Cour suprême de soit entériner la décision de la Cour d'appel, soit de la rétoquer. C'est la sortie de ces avocats, vous savez, à un moment, il y a eu information insistante qui a circulé sur l'aggravation de l'état de santé de M. Masra, qui, même s'il est en prison, ce n'est pas n'importe qui, c'est un compatriote qui a été quand même Premier ministre de ce pays. C'est le chef d'une importante force politique. Personnellement, j'avais immédiatement appelé les ministres de la Justice pour vérifier si cette information sur la dégradation de l'état de santé de M. Masra était fondée. Et mon collègue de la Justice m'a rassuré en me disant que les chefs de l'État l'avaient personnellement instruit d'envoyer une équipe à la prison pour s'assurer que la santé de M. Masra n'était pas en danger. Et d'ailleurs, si vous avez bonne mémoire, il n'y avait pas que M. Masra, sur lequel il y a eu beaucoup de remous sur sa santé. À un moment, il y avait aussi Idriss Oboy, qui lui aussi était un commis de l'État. Mais curieusement, les organisations internationales auxquelles vous faites allusion n'évoquent pas son cas. Et le ministre de la Justice m'a assuré qu'il a dépêché une équipe médicale en prison, qu'ils ont ausculté M. Masra et puis même d'autres détenus, qu'ils ont fait un rapport
sur son état de santé. Et dans leur rapport, ils ont exprimé les besoins pour compléter leur rapport, de faire des examens complémentaires, que ce soit biologiques, ou bien scanner, ou bien IRM. Et pour cela, il fallait qu'on autorise les déplacements de M. Masra à l'hôpital de la Renaissance pour que ces examens soient faits. Et bien évidemment, l'autorisation a été accordée, mais ce sont les avocats de M. Masra qui se sont opposés à ce que ces examens complémentaires se fassent à l'hôpital de la Renaissance. Ils voulaient absolument que ces examens se fassent à l'extérieur du pays. Et quand le ministre de la Justice m'a partagé ces informations, j'ai compris que l'administration pénitentiaire a fait sa part de travail. Donc, je pense qu'il faut vérifier un certain nombre de faits, s'approcher des administrations compétentes pour avoir la vraie version des choses. Cela n'empêche pas que cela n'empêche pas que M. Masra soit bien ait droit à des conditions de détention supportables, qui puisse bénéficier de tous les soins dont il aura besoin. Et même si c'est un adversaire politique, moi je maintiens ce que j'avais dit en son temps. Il avait la passion de la jeunesse, mais il avait aussi, je l'avais dit en son temps, une obsession, et c'est cette obsession aujourd'hui qui lui crée des ennuis. Mais il y a un temps pour la justice, et puis il y a un temps pour la politique. Au moment présent, nous sommes dans le temps de la justice. Laissons la justice faire son travail et la politique reprendra son cours après. C'est vrai, on a été amené à revisiter notre réseau diplomatique avec la fermeture de certaines ambassades et puis la réouverture aussi d'autres ambassades. Et nous avons aussi redimensionné la taille de nos représentations diplomatiques en fonction des volumes d'activité de chaque ambassade ou bien de chaque consulat. Et nous avons procédé à certaines fermetures, non pas pour des raisons budgétaires comme j'ai pu l'entendre, mais simplement pour appliquer un peu ce qu'on appelle la réciprocité. Vous savez, il y a 195 pays dans le monde, on ne peut pas avoir une ambassade et on n'a pas une ambassade dans chaque pays. Et je ne pense pas qu'un pays, une puissance au monde, dispose de 195 ambassades dans ces 195 pays. Mais chaque pays est placé sous la juridiction d'une ambassade. Donc nous avons 34 ambassades, plus les consulats, je crois 12 ou 13, certaines ne sont pas encore opérationnelles, et ça nous permet de couvrir l'ensemble de la planète. Donc celles qu'on a fermées, on a priorisé les pays qui n'ont pas de représentation diplomatique dans notre pays, vous les connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Et puis ensuite, en fonction des intérêts de notre pays, on a décidé de prévoir la création soit d'une ambassade, soit d'un consulat dans un certain nombre de pays. Donc ce n'est pas pour des raisons budgétaires, c'est vraiment dans le cadre d'un redimensionnement de notre appareil diplomatique. Vous avez raison, il y a des pays dans lesquels où nos représentations diplomatiques sont abritées dans des locaux en location. Mais il faut aussi mettre en avant le fait que dans beaucoup d'autres pays, nous sommes propriétaires de nos locaux. Vous allez à Washington, à New York, à Addis Abeba, à Paris, et j'en passe. Nous sommes propriétaires de locaux qu'occupent nos ambassades. L'exemple du Cameroun, vous aurez pu aussi ajouter à Abuja, où nous avons un chantier qui est en cours. Vous aurez pu aussi ajouter à Riyad, où nous avons aussi un chantier qui est en cours, et ça fait au moins une dizaine d'années.
C'est une situation qui n'est pas acceptable, qui n'est pas normale. Récemment, nous avons dépêché des missions dans ces 3 pays pour nous faire la situation. Et avec le budget 2026, les chefs de l'État ont instruit pour que les crédits nécessaires à l'achèvement de ces chantiers soient inscrits dans le budget 2026, ce qui a été fait. Et nous espérons que d'ici fin 2026 ou plus tard jusqu'en 2027, que ces chantiers à Yaoundé, à Abuja et puis à Riyad soient terminés. Et puis progressivement, nous allons nous doter de nos propres propriétés dans les différents pays pour nos ambassades. C'est un travail qui va demander du temps, mais au moins nous aurons l'occasion de les déclencher. Oui, effectivement, non seulement nous avions déployé dans certains pays, il y avait urgence, en collaboration avec l'ANATS, des équipes pour enrôler les Tchadiens qui avaient besoin des pièces d'identité. Mais en plus, il a été décidé de créer au sein de nos représentations diplomatiques un poste d'attaché d'état civil qui sera affecté à partir de l'ANATS et qui va être un agent permanent au sein de la représentation diplomatique et chargé de délivrer les actes d'état civil à nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ça, c'est une décision des chefs de l'État qui a été matérialisée dans les nouvel organigramme de nos ambassades. Et je pense que incessamment, ces attachés d'état civil vont être nommés et déployés sur le terrain. Mieux, dernièrement, les chefs de l'État quand il a été informé par nos étudiants à Alger, que les tarifs qui étaient appliqués par l'ANAT n'étaient pas le même pour eux que pour les Tchadiens à l'intérieur du pays. Et dès notre retour, nous avons répercuté ces instructions au ministre de la Sécurité et ensuite au DG de l'ANAT pour que les tarifs appliqués à nos compatriotes à l'extérieur, pour ce qui est par exemple des passeports, soient le même que celui payé par les Tchadiens de l'intérieur. Et si vous renseignez, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Enfin, dernière chose, on ne peut pas placer un attaché d'état civil dans toutes nos ambassades et dans tous nos consulats. Et là aussi, il y a un programme qui est mis en place pour que les premiers secrétaires de chaque ambassade ou l'attaché consulaire au niveau des consulats soient formés par l'ANAT et équipés pour qu'à leur tour, ils puissent s'occuper de tout ce qui est documents consulaires, y compris les passeports. Donc, c'est un processus qui est lancé et qui va permettre de réparer une grande injustice, parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur du Tchad qu'on n'a pas droit d'avoir un papier d'identité ou bien d'accéder à un passeport. C'est un droit qui est absolu et nous sommes en train de veiller à ce que partout où nous avons une représentation, qu'un Tchadien puisse se présenter pour avoir un acte de naissance, pour s'enrôler pour une carte d'identité ou avoir un passeport. Nous sommes informés ou saisis régulièrement par nos compatriotes. Là, vous avez cité la Libye, mais il n'y a pas que la Libye. Il y a d'autres pays dans lesquels nos compatriotes peuvent être confrontés à un certain nombre de difficultés, mais plus spécifiquement pour ce qui concerne la Libye, nous en avons parlé tout à l'heure. Vous connaissez la situation de la Libye, vous connaissez les contextes sécuritaires, vous connaissez les sortes de milices qui agissent dans cet environnement. Et chaque fois que nous avons été alertés, soit par notre ambassade,
soit par la colonie tchadienne, nous avons systématiquement réagi. Je ne vous dis pas que c'est facile, nous avons systématiquement réagi pour que ces compatriotes puissent être libérés. Certains de ces compatriotes se trouvent dans une situation difficile parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, compte tenu de la situation, de renouveler soit leur carte d'identité, soit leur passeport. Et donc c'est très facile de s'en prendre à eux. Ça, c'est une situation qui est en cours d'être réglée. Incessamment, des équipes vont aller à Tripoli et puis à Benghazi pour enrôler les Tchadiens qui sont à Libye et leur permettre de disposer d'un passeport ou bien d'une carte d'identité. Mais je voudrais vous rassurer, et puis avec l'appui de l'OIM, nous organisons régulièrement des vols en provenance soit de Tripoli, soit de la partie de Benghazi, des Tchadiens qui veulent rentrer dans leur pays. Même il y a à peine une semaine, nous avons reçu les 11 et les 12 des vols qui ont acheminé plusieurs centaines de Tchadiens. Donc notre attention est tournée vers eux. Leur situation, nous la savons, n'est pas de plus aisée, mais nous essayons autant que possible de leur assurer un minimum de protection consulaire. Et je vous informe aussi, et vous avez suivi, que nous sommes en train de faire monter en puissance notre ambassade à Tripoli. Il y a un ambassadeur qui vient d'être nommé et d'autres personnels diplomatiques. Nous allons faire la même chose du côté de notre consulat à Benghazi, de telle sorte qu'il y ait une présence diplomatique et consulaire tchadienne sur le sol libyen afin de veiller davantage à la sécurité et au bien-être de nos compatriotes en Libye. La Libye, comme vous le savez, depuis la chute des Kadhafi, était entrée dans une zone de forte turbulence. Là également, il y a eu un conflit qui a fait des milliers de morts et qui s'est pour le moment stabilisé avec pratiquement la partition de la Libye en deux, contrôlée chacune par un gouvernement. Donc, nous, ce qui nous importe, indépendamment de la stabilité de la Libye, c'est qu'il ne faut pas que cette situation puisse avoir des conséquences sur la sécurité de notre pays. Et depuis maintenant plusieurs années, les dispositions sont prises au niveau des frontières pour empêcher toute contamination du conflit libyen à l'égard de notre pays. Et comme vous le dites, la situation peut favoriser les refuges des groupes hostiles dans cette partie de la Libye, mais je pense que nos forces de défense et de sécurité ont intégré ces paramètres dans leur planification et en collaboration avec les forces libyennes qui contrôlent nos frontières, les dispositions sont prises pour empêcher que ces groupes puissent s'infiltrer sur notre territoire. Par abus de langage, on parle de plainte, vous le savez très bien. Une ONG n'a pas qualité pour déposer une plainte au niveau de la CPI. Ce sont des signalements qui ont été faits par cette ONG. Et franchement, ça ressemble plus à une farce turpide des mauvais goûts ou à une manœuvre dilatoire destinée à désigner le Tchad comme un lampiste, comme un bouc émissaire, afin de couvrir l'impéritie de l'élite soudanaise qui est la seule responsable de l'état dans lequel se trouve son pays. Le Tchad, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a pesé de tout son poids
pour que la guerre n'éclate pas au Soudan. Et quand la guerre a éclaté, le Tchad a usé de tous les moyens à sa possession pour que la guerre s'arrête. Il n'y est pas parvenu. Donc dire aujourd'hui que non seulement le Tchad est impliqué dans les conflits soudanais, mais qu'en plus il est complice des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, c'est une ignorance de réalité et du rôle que le Tchad a joué et continue de jouer pour sortir le Soudan de cet abîme-là. Cette ONG que vous évoquez, vous l'avez tous, ceux qui ont exploité les documents, il ne vous a pas échappé que c'est une ONG qui a été créée en novembre 2025 en Norvège. Et elle a fait ses signalements en décembre 2025, soit un mois. Donc, il saute aux yeux même d'un petit enfant que c'est une ONG qui est montée de toutes pièces et à dessein pour non seulement ternir l'image de notre pays, mais même tenter de déstabiliser notre pays. Et c'est très grave. Vous savez, vous connaissez comment fonctionne la justice internationale. Dans la crise au Soudan, beaucoup de puissances, beaucoup de pays voisins ont été cités comme prenant parti au profit de tel ou tel belligérant. Le Soudan a 7 pays voisins, dont le Tchad. Tous les 6 autres pays, à un moment ou un autre, à des degrés divers, ont été mis en cause pour leur participation dans la guerre au Soudan. Et même des puissances d'autres continents sont également citées. Et vous savez également que dans la guerre au Soudan, il y a eu l'utilisation des armes chimiques pendant les combats à Khartoum et même au-delà. Et l'usage des armes chimiques, n'est pas une information qui est sortie du Tchad, c'est quelque chose qui est documenté. C'est quelque chose qui est vérifié et vérifiable. Ces armes chimiques viennent d'où? Les armes que les Soudanais aujourd'hui utilisent pour s'entretuer, le Tchad ne fabrique pas des armes, encore moins des armes chimiques. Le Tchad n'a pas envoyé des troupes au sol au Soudan. Le Tchad n'a jamais bombardé le Soudan. Le Tchad n'a pas abrité une rébellion soudanaise. Les partis qui s'affrontent aujourd'hui au Soudan, vous parlez de forces de soutien rapide. Ces forces de soutien rapide ne sont pas descendues du ciel. Ils n'ont pas été envoyés à partir du Tchad. Ils ne se sont pas organisés, ils n'ont pas été formés au Tchad pour aller au Soudan. Je rappelle que les FSR étaient un groupe qui était supplétif de l'armée soudanaise dans la crise de 2003. Après l'accord de Juba, même avant, il y a eu une sorte de fusion entre les forces armées soudanaises, ou bien en tout cas de collaboration, et puis les FSR. Mohamed Hamdan Dagolo, dit Himeti, ce n'est pas un Tchadien, il n'a pas été envoyé du Tchad. C'était quand même les vice-présidents du Soudan, c'est-à-dire l'adjoint d'Al-Burhan. Donc la réalité, c'est que vous avez des personnages, chacun cherche le pouvoir, et cela a donné lieu à cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Le Tchad n'a rien à voir dans cette affaire, et nous suivons avec beaucoup de sérénité ces signalements qu'il a fait, mais aussi avec beaucoup de vigilance, parce que nous sommes conscients que parfois la justice internationale, y compris même au niveau de la CPI, peut être instrumentalisée à d'autres fins. Donc nous rejetons en bloc ces accusations. Le Tchad n'a rien à voir avec ce qui se passe au Soudan. Et si les Soudanais décidaient aujourd'hui de mettre un terme à cette guerre, aucun pays au monde ne peut les obliger à continuer à se battre. Donc la solution est entre les mains des Soudanais. Nous regrettons simplement que c'est ce beau pays qui était le Soudan. Quand même, vous connaissez le Soudan, c'est un pays de culture, c'est un pays de joie, c'est un pays de fête, c'est un pays qui était dynamique, un pays pacifiste,
Qui aurait pu imaginer que les Soudanais pouvaient être capables de telles horreurs? Et il ne vous a pas échappé que depuis 2 ans et demi, ne serait-ce qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères ici, en dehors des interventions qui ont été faites dans des cadres de rencontres, il y a eu pas moins d'une dizaine de communiqués sur la crise au Soudan. Et systématiquement, nous appelons à la retenue, nous appelons à un cessez-le-feu, nous appelons à une solution politique et nous condamnons systématiquement toutes les violations des droits de l'homme. Et appelons à ce que l'aide humanitaire puisse circuler librement. Le dernier communiqué qui a été diffusé par le ministère des Affaires étrangères était même intervenu après la chute d'El-Fashir et toutes les atrocités qui ont été commises par les deux parties. Donc notre position, elle est claire, elle est constante, elle est sans ambiguïté. Nous avons rejeté et nous rejetterons toutes les violences qui peuvent particulièrement affecter les civils. Et si on doit tenir compte de cette réalité, je pense que les Soudanais doivent être les premiers à remercier le Tchad pour tout ce qu'il fait au profit de sinistrés soudanais qui sont sur notre territoire. Et puis enfin, je vais terminer. Vous connaissez un peu les imbrications socio-anthropologiques, les proximités culturelles. C'est la même population qui a été séparée par les colons au moment des tracés de frontières. Vous allez du côté du Tchad et puis du côté du Soudan, vous allez trouver les mêmes ethnies. Nous avons des parents qui sont au Soudan et puis des Soudanais qui ont des parents qui sont au Tchad, surtout particulièrement dans cette zone. Donc ce qui touche ces populations soudanaises, particulièrement du Darfour, nous touche directement. Et c'est vraiment une insulte pour notre pays que de considérer que dans ces conditions-là, que les Tchad puissent s'associer à qui que ce soit pour tolérer ou bien pour participer à des crimes de cette nature-là. Sur la crise au Soudan, je pense que le monde entier peut témoigner des sacrifices qui sont consentis par le peuple tchadien et le gouvernement afin de soulager un temps soit peu nos frères et sœurs soudanais par rapport à la tragédie qu'ils vivent une nouvelle fois, je dirais, depuis le 15 avril 2023. Nous accueillons aujourd'hui 1,5 million de réfugiés sur notre sol. Ces réfugiés sont mélangés avec nos populations. L'impact sur notre environnement, l'impact sur notre économie, l'impact sur notre sécurité, je pense que c'est connu de tout le monde. Les gouvernements tchadiens avaient fait le choix, malgré tous les risques possibles, de laisser ouvertes nos frontières avec le Soudan, pour ne pas pénaliser davantage les frères et sœurs soudanais qui sont pris entre deux feux. C'est un acte qui honore le peuple tchadien. C'est un acte qui est reconnu et salué par le monde entier. Et vous le savez, partout où nous allons, dans toutes les rencontres, que ce soit le président de la République, ou bien les ministres des Affaires étrangères, ou bien nos représentants à l'extérieur, nous n'avons cessé de plaider auprès des pays, auprès des organisations internationales, pour que cette crise ne soit pas oubliée, pour que les réfugiés soudanais ne manquent pas de l'essentiel. Et nous le faisons parce que nous considérons ces peuples comme non seulement un peuple voisin, mais également comme un peuple frère.
et nous ne cesserons jamais de répéter qu'il faut que les parties belligérantes reviennent à la raison, qu'ils s'assoient autour d'une table et qu'ils essaient de trouver une issue politique à ce drame qui n'a que trop duré. Donc ça, c'est la position constante du Tchad et qui est connue de tout le monde. Et nous allons poursuivre ces plaidoyers. Nous allons nous inscrire à côté de toutes les bonnes volontés qui veulent réellement apporter une solution à la crise au Soudan. Maintenant, sur la question des accusations du gouvernement soudanais, je pense que bien avant mon arrivée, le Tchad a systématiquement réagi pour récuser avec force ces accusations qui contrastent avec la réalité. Vous savez, les chefs de l'État qui s'est les plus impliqués, avant même le déclenchement de la crise le 15 avril 2023, qui s'est les plus impliqués pour éviter que le Soudan ne retombe dans la guerre, c'était d'abord le défunt maréchal du Tchad, et puis ensuite, à partir d'avril 2021, les chefs de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby. Donc vous avez vous-même vu défiler ici au Tchad tous les acteurs aujourd'hui, qu'ils soient civils ou militaires, de la crise au Soudan. Et s'ils venaient au Tchad, c'est parce que le Tchad était sincère dans sa démarche de réconciliation au Soudan, entre les frères soudanais. L'accord de Juba, vous en avez entendu parler d'octobre 2020. Si cet accord a pu aboutir, c'est grâce au Tchad, grâce au défunt maréchal. Et ensuite, bien avant même cet accord de Juba qui mettait un terme à la crise qui avait commencé en 2023, déjà dans les années 80, je crois vers les années 87, quand il y a eu les premiers conflits intercommunautaires au Soudan, là également, c'est le Tchad qui a été le pays d'accueil des Soudanais qui fuyaient ces affrontements-là. Avec la crise de 2023, le 15 avril, vous vous souvenez, il y a eu les premiers affrontements à Khartoum. Je vais même vous faire une confidence. Quand la guerre a éclaté, notre président s'est trouvé à l'extérieur. Je crois précisément c'était pendant le Ramadan. Il s'est trouvé à la Mecque. Quand il a eu l'information que les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide s'affrontaient à Khartoum, personnellement, il avait appelé le président Al-Burhan. Al-Burhan, il est vivant, il peut confirmer cela. Il l'a appelé pour savoir ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il a proposé de faire le déplacement de Khartoum, depuis la Mecque directement, pour essayer d'éviter que la situation ne s'aggrave. Et Al-Burhan a décliné la proposition en prétendant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour que notre chef d'État puisse atterrir à Khartoum. Malgré l'insistance du président Mohamed Idriss Déby Itno, cette proposition n'a pas eu de suite. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau le Tchad s'était impliqué pour que la guerre ne puisse pas se poursuivre au Soudan. Et aujourd'hui, entendre les autorités soudanaises qui sont au fait de tout ce que je suis en train de vous dire, accuser le Tchad de prendre parti en faveur d'un des belligérants, c'est non seulement inexact, mais en plus c'est injuste, eu égard aux efforts qui sont consentis par le Tchad pour faire face à cette grave situation. Je ne vais pas vous décrire les liens qui existent entre le Tchad et puis les pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes pays frontaliers avec le Niger. Les ressemblances sociologiques, les proximités culturelles, les défis communs que nous partageons, tous ces éléments font que le Tchad n'est pas séparable
du Sahel. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, avant l'avènement de l'AES, il y avait le G5 Sahel qui nous réunissait, nous les Tchadiens, avec nos frères de l'AES, en plus de la Mauritanie, pour essayer de faire ensemble face au terrorisme qui menaçait l'existence de nos nations. Nous ne nions pas cette proximité. Nous entretenons d'excellentes relations avec les pays de l'AES. Vous avez suivi les visites de notre président à Ouagadougou, à Niamey, la commission mixte que nous avons tenue ici à Niamey pour redynamiser nos relations. Donc nous entretenons d'excellentes relations. Nous travaillons pour approfondir ces relations. Et face aux défis qui se posent, nous sommes non seulement admiratifs de la résilience de ces États face aux terroristes, mais nous sommes aussi solidaires avec eux dans cette guerre, dans ces combats qu'ils mènent contre les terroristes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas seulement au nom et pour le compte de l'AES. Je pense que leur résistance permet aussi de protéger, tout comme ce que nous faisons de notre côté, permet aussi de protéger beaucoup de pays africains qui seraient sans aucun doute aujourd'hui affectés par le terrorisme s'il n'y avait pas cette barrière que le Sahel continue de constituer. Et je crois que la cérémonie marquant le départ définitif des troupes françaises au Tchad avait eu lieu le 29 décembre 2024. Donc ça va faire bientôt 1 an. Quand cette décision courageuse avait été annoncée par le chef de l'État, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup on va dire même des tableaux noirs qui ont été dressés par certaines mauvaises langues. Or, la présence permanente des troupes françaises ou autres sur notre territoire était, pour le moins, ne serait-ce que symboliquement, surannée, c'est-à-dire anachronique. Ça ne correspondait plus à notre temps. En plus de cela, et ça va répondre en partie à votre question, en plus de cela, cette présence jetait une sorte de voile sur des pans entiers de notre coopération avec la France. Et enfin, cette présence des troupes françaises donnait prise à beaucoup de thèses complotistes. Et il fallait, en toute franchise, il fallait de la hardiesse, beaucoup de courage, pour que souverainement le Tchad décide de demander le départ des troupes françaises. En soi, c'est un acte qui a permis de clarifier la situation. Maintenant, depuis cette décision, et le chef de l'État l'avait annoncé dans son discours au niveau de la base à Djikosé, le départ des troupes françaises ne signifiait pas une rupture des relations diplomatiques avec la France. Elle signifiait simplement que nous voulons nous inscrire dans une logique de redéfinition de ces relations franco-tchadiennes pour qu'elles soient plus transparentes, pour qu'elles soient plus crédibles, pour qu'elles soient plus acceptables pour notre opinion, ou même d'ailleurs pour nos opinions respectives. Et à la suite de cela, nous avons continué les contacts, nous avons continué les échanges avec la partie française, des degrés divers, et je ne pense pas que, du constat que nous faisons, je ne pense pas que ce départ de troupes françaises ait eu une conséquence importante
sur la qualité de nos relations. Et d'ailleurs, franchement, il serait absurde de penser qu'il faut une présence des troupes françaises au Tchad pour que nos relations soient au beau fixe. Je ne sais pas pourquoi on devrait penser cela. Nous avons d'excellentes relations avec d'autres partenaires, je ne vais pas les citer, mais ces partenaires n'ont pas des militaires installés définitivement sur notre territoire. Donc pour répondre de manière un peu synthétique à votre question, nous avons une histoire commune, voilà, une histoire empreinte de joie ou bien de sang avec la France. Nous partageons pratiquement la même culture, des valeurs qui sont communes. Nous avons la même langue. Donc, il existe beaucoup de facteurs qui nous lient à la France. Mais nous avons décidé que nos relations avec la France soient redimensionnées, soient redéfinies pour que nous puissions répondre aussi aux aspirations de notre jeunesse. Aujourd'hui, les Tchadiens qui sont nés à partir de 1960 jusqu'en 2024, ils ont grandi avec cette présence de troupes françaises. Donc la France est un pays qui est un pays ami. Ce n'est pas un pays qui est maître du Tchad, et ça c'est un choix qui est assumé par les autorités tchadiennes. Nous sommes dans une logique, non pas d'hostilité, mais nous ne sommes pas aussi dans une logique de vassalité vis-à-vis de la France. Et je pense que les choses sont claires, et nous continuons de travailler avec les autorités françaises pour que nos relations soient les plus bonnes possibles, que notre partenariat soit réellement gagnant-gagnant. Et sur le domaine de la culture que vous avez évoqué, non, les étudiants tchadiens, les chercheurs tchadiens continuent d'aller en France pour leurs recherches ou bien pour leurs études. Et contrairement à ce que vous pensez, j'ai reçu l'ambassadeur de France il y a quelques jours. Et si vous voyez les statistiques relatives aux délivrances des visas, le Tchad est en tête des pays africains. Et même les taux de refus est les plus faibles dans tous les pays francophones d'Afrique. Donc il n'y a pas eu, au contraire, je pense que il y a eu des simplifications qui ont été mises en place, et les Tchadiens ne sont pas du tout défavorisés par rapport à d'autres pays. Pour l'instant, les dialogues continuent avec nos partenaires américains. Vous l'avez suivi, il y a un comité conjoint qui a été mis en place pour essayer de lever les équivoques qui ont pu motiver cette décision américaine. Pour le moment, ces dialogues n'ont rien donné. Et vous l'avez suivi en juin, quand l'annonce américaine était tombée, nous avons réagi en la dénonçant comme étant injuste et injustifiée. Nous comprenons que le président Trump a été élu sur une promesse, qui est celle de maîtriser ou bien de limiter l'immigration illégale vers les États-Unis. C'est un choix que nous respectons, et nous respectons aussi les décisions souveraines prises par l'administration américaine en application de ces choix du peuple américain. Mais ce que nous n'avons pas supporté, c'est qu'il y a eu un amalgame qui a été créé, je ne dirais pas sciemment, et qui avait associé les noms du Tchad avec raisons liées au terrorisme. Nous avons protesté, et puis par la suite, une correction a été apportée, et les vrais motifs qui ont conduit l'administration américaine à décider de restreindre l'octroi de leurs visas, nous a été exposé. Et ces motifs sont liés à ce qu'on appelle les taux de non-retour
des Tchadiens qui entrent aux États-Unis avec un visa. Donc, ils ont estimé que les pourcentages des Tchadiens qui entraient aux États-Unis avec un visa et qui ne revenaient pas étaient très élevés. Il était autour de, nous a dit, 53%. Mais si vous prenez la valeur absolue de ces chiffres, ça vous fait moins de 500 personnes. Et sur à peu près 1 millier de Tchadiens, et ça ce sont les statistiques de 2023, sur 1 millier de Tchadiens ayant eu un visa qui sont rentrés aux États-Unis, à peu près moins de 500 n'étaient pas revenus. Comme vous le savez, les Tchadiens ne restent pas aux États-Unis, souvent ils traversent pour aller dans les pays voisins. Donc, ces chiffres de moins de 500 personnes, franchement, ne pouvaient pas justifier une décision d'une telle radicalité. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement, sur les instructions du chef de l'État, nous avons aussi appliqué la même mesure à l'encontre des Américains qui veulent venir au Tchad. Parce qu'il n'y a pas que les Tchadiens qui veulent aller aux États-Unis, il y a aussi des Américains qui veulent venir au Tchad. Et aujourd'hui, que ce soit les Tchadiens ou les Américains souffrent de ces décisions-là. Donc nous avons continué les discussions et puis je pense que vous l'avez effleuré. Effectivement, nous avons par la suite été, c'est un secret de polichinelle, hein, il y a d'autres pays qui en ont parlé déjà. Nous avons été approchés par les Américains pour nous demander d'accepter d'accueillir des migrants de pays tiers. En gros, il existe des personnes d'autres nationalités qui sont détenues aux États-Unis, que les États-Unis ne peuvent pas expulser vers leur pays d'origine, et ils ont ciblé des pays pour que ces migrants, et la plupart ce sont des criminels, puissent être accueillis ici au Tchad. Bien évidemment, nous avons fermement rejeté cette proposition qui nous semblait non seulement indécente, mais que nous avons considérée comme du chantage. Et nous l'avons fait savoir à nos partenaires américains. On ne peut pas être sous sanction des visas américains et puis ensuite qu'on nous approche pour nous demander d'accueillir les criminels d'autres pays. Le Tchad ne pouvait pas accepter d'être une sorte de poubelle ou bien de centre pénitentiaire d'une autre puissance. Donc nous avons décliné fermement cette proposition et nous maintenons notre position. Nous sommes ouverts au dialogue, un dialogue qui soit respectueux, un dialogue qui soit bénéfique pour nos deux pays. Nous n'ignorons pas l'aide dont le Tchad avait bénéficié. Vous vous souvenez à l'époque de la conquête de notre territoire occupé par Kadhafi. Vous vous souvenez des fameux missiles Stinger que le Tchad a été l'un des premiers pays africains à posséder grâce aux Américains, et ça a été décisif dans les combats contre l'occupant. Et puis ensuite, plus récemment aussi, dans notre combat contre le terrorisme, nous avons toujours eu les Américains à nos côtés, que ce soit dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de l'équipement. Et nous émettons le vœu que cette coopération qui reflète réellement la qualité des relations entre les États-Unis et les Tchad puisse reprendre. Et nous continuons à échanger. Et nous espérons que cette crise des visas, et pas seulement visas américains, crise des visas américains et tchadiens, puisse avoir une issue très rapidement. La composition actuelle du Conseil de sécurité résulte de l'après-Seconde Guerre mondiale, quand les grandes puissances se sont retrouvées pour inventer de nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'a rien à voir avec celui qui a vu naître l'ONU en son temps. Et il n'y a pas que le Tchad, c'est toute l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique, beaucoup de nations qui
dénonce aujourd'hui la composition du Conseil de sécurité qui ne reflète ni les équilibres actuels, ni l'esprit de justice qui doit prévaloir dans les relations internationales. Au niveau de l'Union africaine, il y a plusieurs initiatives qui sont lancées pour peser dans la réforme de l'ONU en général et celle du Conseil de sécurité en particulier. L'Afrique doit avoir sa place au sein du Conseil de sécurité. Nous sommes quand même 54 États. Nous représentons 1 milliard et quelques, presque 2 milliards de populations dans le monde. Et il n'est pas juste, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui, en 2025, l'Afrique n'a droit qu'à des postes de membres non permanents du Conseil de sécurité. Donc les décisions se prennent sans les Africains et souvent, elles s'appliquent sur les Africains. Et ça, c'est quelque chose qui est un discours, un leitmotiv qui est repris dans toutes les occasions par le chef de l'État. Vous avez suivi les derniers discours prononcés par le Premier ministre devant l'Assemblée générale des Nations Unies au nom du chef de l'État où nous avons une nouvelle fois plaidé pour une grande réforme de l'ONU de telle sorte que le Conseil de sécurité reflète le monde de 2025 et non celui de 1945. Et nous allons continuer ces plaidoyers pour que l'Afrique soit prise en considération dans la gestion des affaires du monde. Les puissances qui dominent aujourd'hui le Conseil de sécurité n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une évolution de la composition du Conseil de sécurité. Vous prenez tous les continents, l'Amérique du Sud, même en Europe, il y a des pays comme l'Allemagne qui réclament aussi une réforme du Conseil de sécurité. Vous allez en Asie, que ce soit l'Inde ou bien le Japon, ils sont aussi dans cette logique. Ici en Afrique, nous nous inscrivons dans cette bataille pour que nous puissions parvenir. Et l'avenir même de l'ONU en fait, dépend de cette réforme-là. Vous savez aujourd'hui tous les chamboulements qui sont en train de se produire dans le monde. Avant on parlait de l'ordre mondial, mais là c'est plus un désordre mondial avec la remise en cause du multilatéralisme, avec la montée des nationalismes, du populisme, avec la multiplication des conflits dans tous les continents. Donc, indépendamment même de cette recherche de représentativité au sein du Conseil de sécurité, l'avenir même de l'ONU impose qu'on puisse ouvrir ces chapitres et qu'on puisse le conclure le plus rapidement possible. Vous savez, la diplomatie, la force d'une diplomatie, c'est aussi l'unité du pays. On ne peut pas avoir une diplomatie d'influence si nous ne sommes pas unis. On ne peut pas avoir une diplomatie forte si nous ne travaillons pas. Vous savez, les pères fondateurs de notre pays, quand ils ont choisi la devise unité, travail, progrès, là, ce n'est pas par hasard. Il faut cette optique-là pour que nous puissions hausser notre pays. Et ça, je pense que chacun a un rôle à jouer, pas seulement les ministres, pas seulement le président, vous les journalistes, les citoyens, les commerçants, les opérateurs économiques. Et il faut avoir cette passion partagée entre nous tous pour essayer de faire du Tchad un pays où il fait bon vivre.